commencer car on a une journée très rythmée. Nous tenons bien sûr à vous saluer et vous remercier d'être venu nous voir ici à l'Institut français de formation en énergétique. Comme vous avez vu, cette matinée va être bien rythmée car nous avons beaucoup de choses en tout cas à dire et à échanger. On tient à remercier tout particulièrement l'Agence du développement du Val-de-Marne, le Conseil général du Val-de-Marne, la Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne, la Chambre des métiers et d'artisanat, ainsi que les institutions et les entreprises du Val-de-Marne, ainsi que ses collaborateurs, bien sûr. Merci à vous de cette journée. Je vous rappelle que nous sommes réunis ici pour le premier atelier du réseau des éco-acteurs du Val-de-Marne. Comme vous l'avez vu sur les fascicules, cette journée sera rythmée par 3 grands chapitres. La première, ça sera l'introduction bien sûr de cette journée par M. Gilles Durand, chargé des relations territoriales et pilote du réseau à l'Agence du développement du Val-de-Marne. Ensuite, nous vous présenterons bien sûr cet institut avec M. Abdoul Benamer qui va vous présenter bien sûr tout ce qu'on y fait et comment. Ensuite, nous aborderons un premier chapitre qui s'intitule Présentation et échange autour des enjeux de transition énergétique. Voilà, vous aurez différents intervenants. À chaque intervenant, nous ferons 5 minutes de questions-réponses pour pouvoir échanger ensemble sur les questions que vous nous posez. Nous terminerons ce premier chapitre avec l'ouverture d'un second concernant la communication et la promotion du réseau des éco-acteurs du Val-de-Marne et notamment un site de communication qui va vous être proposé et développé. Je vous rappelle qu'à partir de 11 h, nous visiterons bien sûr cet institut en compagnie de son directeur et de tous les partenaires et collaborateurs. Et à 12h30, Madame Elisabeth Rodriguez, directrice générale de l'Agence du développement du Val-de-Marne, clôturera cette matinée très rythmée. Donc on vous demande aux intervenants de respecter vos temps de parole. Les questions-réponses, on prendra le temps qu'il faudra, en tout cas on sera pragmatique. Voilà, je vous demande maintenant d'accueillir M. Gilles Durand, chargé des relations territoriales et pilote du réseau de cette journée. Merci beaucoup, je vais essayer d'être très bref également. Au nom du comité de pilotage du réseau des éco-acteurs du Val-de-Marne, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cet atelier consacré à la transition énergétique. L'objectif étant de pouvoir partager, échanger sur les enjeux de la transition énergétique, une loi de préparation actuellement. On a souhaité faire intervenir des partenaires, parmi lesquels la Direct de France, pour échanger justement sur ces questions de la transition énergétique à l'échelle de la région. Également le Conseil général du Val-de-Marne qui a mis en place son premier plan climat-énergie territorial. On aura aussi l'occasion de pouvoir permettre à les entreprises partenaires d'échanger sur le sujet et de vous présenter la vision de GRDF, mais également les enjeux de la transition énergétique tels que perçus et mis en place par l'aéroport de Paris. La CCI du Val-de-Marne nous présentera également un diagnostic énergie qu'elle met en place avec l'ADEME. Cette journée est aussi un peu particulière puisque pour nous c'est l'occasion également de vous présenter le premier site des éco-acteurs du Val-de-Marne, site qui va également accueillir l'annuaire des éco-entreprises, des éco-formations. Et j'en profite également pour remercier M. Benamer ainsi que son équipe et de l'IFEN de nous accueillir aujourd'hui dans ces conditions. Et également c'est l'occasion pour nous, pour vous, de découvrir l'IFEN et ses différentes formations. On va accueillir M. Benamer. Je vous demande une salle d'applaudissements pour M. Gilles Durand et M. Benamer qui va venir au niveau du pupitre. Merci M. Benamer de nous recevoir. Vous avez déjà reçu à plusieurs reprises, notamment l'année dernière, sur une journée porte ouverte. On est toujours très bien accueillis dans un très très beau institut, de manière très professionnelle. Je vous laisse présenter votre institut, M. Benamer. Merci. Je veux remercier Gilles Durand d'avoir bien voulu organiser l'événement chez nous au centre de formation IFEN. Donc je vais faire une petite présentation du centre de formation assez rapide, en 15 minutes, et ensuite on aura le développement de la journée. Centre de formation IFEN, donc nous sommes un centre de formation sur les énergies renouvelables. Donc on va parler plutôt d'énergétique. Donc on va parler de l'ENR. Les ENR, les énergies renouvelables, sont inclus dans le domaine qui est extrêmement vaste, qui s'appelle énergétique. En termes de positionnement, pourquoi est-ce que IFEN a été créé?
je vais faire quelques petits rappels sur les consommations énergétiques en France. Donc il s'avère que les consommations énergétiques en France ne cessent de croître à cause de différents facteurs. Donc le parc individuel ne cesse d'augmenter, augmentation des surfaces moyennes occupées dans les maisons, un confort accru et développement des usages de l'électricité. Par exemple, dans une maison, avant on avait une télé, maintenant on va avoir deux télés, etc. Du coup, les consommations ne cessent d'augmenter. Donc augmentation de 30% ces 30 dernières années. Au niveau environnemental, on va parler beaucoup de gaz à effet de serre. Donc le GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur l'étude du climat, nous dit dans un dernier rapport comme quoi la température continue d'augmenter et peut-être d'ici la fin du siècle, on va augmenter la température maximale de 6 degrés. Donc 6 degrés maximale, si et seulement si on continue à avoir des dérives. Et ça peut être moins si on réduit la consommation énergétique. Quelques petits rappels encore une fois, le secteur du bâtiment est le premier consommateur d'énergie, avec environ 25% des émissions nationales au niveau du CO2. Et l'objectif d'ici 2050 est de diviser par 4 nos consommations énergétiques. Les sources d'énergie, donc les énergies fossiles, nucléaires, l'énergie renouvelable. Donc nous, l'IFEL, on s'est positionné dans le domaine du bâtiment, dans le domaine industriel, sur un ensemble d'énergies renouvelables. Pas toutes, on s'est concentré sur quelques-unes. Petit rappel sur la partie réglementation. En termes de réglementation, il existe des directives aussi bien dans le domaine du bâtiment au général, au niveau européen ou mondial. Le protocole de Kyoto, qui a visé à réduire nos consommations, nos émissions de gaz à effet de serre, notamment sur les hydrogènes. Il y a eu la mise en place des certificats d'économie d'énergie, mise en place de la réglementation thermique 2005, mise en place du PPE, le Code de l'environnement, et ensuite l'ART 2012. Et d'ici 2020, on va essayer d'avoir des maisons à énergie positive. Donc il existe tout un ensemble de réglementations. Et du coup, l'IFEN a fait en sorte de se positionner sur des formations à la fois sur le fait de délivrer des certifications pour pouvoir réduire le gaz à effet de serre. Exemple, dans le protocole de Kyoto, quand on dit qu'on va arrêter la production des fluides hydrogène de type CFC, on va réduire nos consommations et l'utilisation des fluides de type HCFC, on va promouvoir les fluides de type HFC, l'hydrofluorocarbone, c'est-à-dire sans molécules de chlore, pour éviter la destruction de l'ozone, où l'IFEL, on délivre, on réalise des formations de manière à ce qu'on puisse manipuler des fluides hydrogène. Donc à la fois manipulation, c'est-à-dire introduire des fluides hydrogène dans les installations, et pouvoir les retirer sans pouvoir émettre du fluide dans l'atmosphère. Donc différentes réglementations, la vous connaissez, la norme 15232, 16001 sur la gestion des énergies. La réglementation, donc deux types de réglementation, donc, dans le domaine du neuf, dans le domaine de la rénovation. Donc on va parler des bâtiments énergétiques essentiellement pour le neuf. Il ne faut jamais oublier la partie rénovation du bâtiment et les logements sociaux. Donc nous, l'IFEL, en termes de positionnement, s'est positionné sur 3 domaines. Donc nous, on appelle ça l'énergétique. Donc l'énergétique inclut le domaine de la thermique, le domaine du frigorifique, le domaine de l'électrique. Donc dans la thermique, on inclut aussi la partie climatisation. Donc en termes de formation, nous réalisons des études, la réalisation d'installations, le montage, on parle de performance énergétique, de la maintenance, de la rénovation, ou bien de l'audit énergétique. Ce sont des formations transversales qui s'appliquent à différents domaines. Les formations, on élit des formations courtes ou bien des formations longues sur 9 mois, des formations courtes qui peuvent aller de 3 jours à une semaine. Soit ce sont des formations qualifiantes, certifiantes, réglementaires, des formations sur la carte d'identité d'IFEL, un centre de formation extrêmement jeune. On a ouvert officiellement en 2011. On a installé sur le site, on dispose de plus de 4200 m² de surface, on a tout un ensemble de surfaces de plateaux techniques. Donc nous avons ouvert en 2012 nos premières sessions de type titre professionnel, technicien d'intervention en climatisation ou monteur des panneaux renforts. En 2013, nous avons ouvert des formations dans le domaine de l'électricité, formations longues, sans oublier de formations courtes. Et en termes de perspective, on ouvre d'ici septembre
en 2014 l'IFEM en Guyane. Donc, en positif, l'IFEM n'arrive pas de se développer. Le site, désolé pour la qualité de l'image, on dispose de plateformes dans le domaine du froid industriel, dans le domaine de la brasure, dans le domaine des énergies renouvelables, des plateaux sur lesquels on travaille sur des plateformes de type hydraulique, des plateformes de régulation, des salles informatiques pour réaliser les calculs et les simulations informatiques. Et on dispose aussi d'une cuisine pédagogique dans laquelle on va faire dans certains cours des petites études sur la microbiologie, par exemple. Dans le domaine du froid, si les produits sont mal conservés, il risque d'avoir des développements microbiens. Et nous, ce qu'on fait avec les techniciens, on va observer les bactéries dans le cas où les installations sont mal illuminées. Aujourd'hui, en quelques années, nous avons pu réaliser un ensemble de formations sur le territoire national. Nous ne sommes pas uniquement basés à Villeneuve-Saint-Georges, le principal site est à Villeneuve-Saint-Georges, mais nous nous considérons comme étant un centre de formation mobile. Donc, quand on va faire une petite visite technique à partir de 11h, 11h30, vous verrez la plupart des équipements pédagogiques sont sur billette. Donc, on a nos propres camions, nos formateurs, et on se déplace un peu partout, et on va jusqu'aux Antilles. Nos clients et les entreprises formées, donc les entreprises formées soit en sous-traitance, soit en direct, ça va je sais qu'ADP intervient aujourd'hui, on intervient chez ADP, ça va jusqu'aux entreprises de type Veolia, Valeo, on a des laboratoires de recherche. Donc au niveau des formations, ça peut aller à des formations extrêmement poussées ou jusqu'à des formations extrêmement humbles. Exemple, dans le cas d'un gros client qui s'appelle Weber Aerospace, chaque année, on forme une équipe d'ingénieurs pour réduire les consommations énergétiques des systèmes de clim des hélicoptères. Voilà. Donc, ça fait partie des gaz à effet de serre. Dans d'autres cas, dans le cas de Veolia, on va faire du coaching d'installation où on va aller sur le terrain, aller expliquer aux techniciens comment faire de l'amendement sur des nouveaux contrats ou des sites un peu plus complexes. En termes d'investissement, donc l'IFEM a investi énormément. Nous sommes une société totalement indépendante, une société privée. On a quelques partenaires au niveau national. Au niveau international, on travaille un tout petit peu en Espagne et carrément dans les Caraïbes. Plus précisément au niveau de nos formations, donc le génie thermique, le climatique, le frigorifique, l'électrique, les énergies renouvelables, la sécurité toujours associée au système de type énergie renouvelable, l'environnement, mais la cuisine collective et l'hygiène alimentaire. Donc la sécurité est extrêmement importante, à savoir que les gaz qui vont arriver sur le marché demain, les fluides hydrogènes, les gaz à effet de serre, on va utiliser des gaz avec lesquels nous allons travailler avec des pressions de plus en plus importantes, ce qui nécessite des formations complémentaires. Idem, quand on va parler par exemple de panneaux solaires photovoltaïques, donc ça fait partie des énergies renouvelables, pour pouvoir poser des panneaux solaires photovoltaïques, il va falloir avoir un certain nombre de formations qui gravitent autour des panneaux solaires. Par exemple, un technicien qui veut monter un panneau solaire, il doit avoir une formation de travail en hauteur. Voilà. Être capable de mettre un harnais, être capable de monter un échafaudage, être capable de pouvoir contrôler l'échafaudage, être capable de vérifier qu'il ne travaille pas hors sécurité au niveau électrique. Du coup, ça nécessite une certification pour poser le panneau solaire, une certification pour pouvoir avoir la protection, une certification pour pouvoir monter l'échafaudage, une certification pour pouvoir contrôler l'échafaudage. Et tout à l'heure, je vous proposerai à la fin des conférences de visiter juste 3 petites plateformes, donc une plateforme d'énergie renouvelable, et une plateforme climatisation. Donc il y a des professeurs et des stagiaires qui se feront un plaisir de vous faire une petite visite des installations et vous donner des petites infos techniques. Voilà pour la petite présentation de l'IFEM. Voilà, merci. Alors, les questions-réponses, on ne va pas les faire tout de suite. Je pense qu'à partir de 11h, vous aurez le temps de poser toutes les questions à M. Benamer et à ses collaborateurs s'il le faut. On va attaquer le premier sujet du premier chapitre, on va le nommer comme ça. Je vous demande d'accueillir M. Mathieu Fernandez, chargé de mission DSI Directive de France, qui va nous parler notamment de la politique régionale énergétique. M. Fernandez, je crois que vous avez 10 minutes. Voilà, en tout cas, merci.
d'abord, merci de m'avoir invité pour cette journée sur la thématique de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique. Alors, ce qui est fait au niveau régional, je parlais en fait du comité stratégique de la filière régionale des écoactivités, en fait, qui est un lieu de concertation sur les thématiques des écoactivités, où on retrouve notamment en lien avec la transition énergétique et le sujet de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Mais tout d'abord, un petit rappel en fait sur l'émission de la Direct sur les enjeux économiques. Certains d'entre vous connaissent la Direct sur ce champ-là, mais peut-être pas tout le monde. Un rapide rappel. Alors la Direct est connue par la plupart des entreprises par le volet inspection du travail et politique de l'emploi, qui forment le gros des troupes. Mais elle a aussi une mission d'accompagnement sur le volet économique, puisqu'elle a l'accueil dans son sein des membres du ministère de l'économie et du redressement productif, dont je fais partie. Et les missions de ces agents en fait, sont de trois types principalement. Connaissance du tissu économique régional, donc cela passe par des visites d'entreprise et donc des discussions avec les dirigeants. L'objectif pour nous c'est d'acquérir de l'information sur les territoires et sur les enjeux des entreprises. Alors notre cœur de site c'est les PME, petites et moyennes entreprises, et ainsi que les entreprises de taille intermédiaire sur des filières précises, plutôt à caractère industriel, comme l'aéronautique, l'automobile, numérique, la santé, mais également les écoactivités et aussi tout ce qui est services aux entreprises. Une autre façon pour nous de connaître le tissu économique, bien sûr, c'est de participer d'être en contact avec les acteurs locaux, les collectivités locales, les chambres consulaires, les associations d'entreprises. Une mission qui existe depuis en fait 2012, c'est une mission de redressement productif. Là, c'est lorsque tout type d'entreprise nous saisit, que ce soit par le biais du ministère ou alors du commissaire de redressement productif. L'objectif des agents du ministère de l'Industrie est de coordonner les services de l'État pour apporter une réponse la plus adaptée possible dans des situations difficiles en mobilisant le chômage partiel, mutation du crédit ou services fiscaux. Et enfin, le troisième point, c'est que la Direct étale les acteurs du financement de l'innovation, notamment en finançant les pôles de compétitivité qui sont en lien avec les filières stratégiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, telles Advancity, dont son rôle est l'ingénierie de projets innovants, entre des laboratoires, des PME et des grands groupes. Et c'est aussi, au-delà des plans et au-delà de l'innovation, financer des plans filières qui aident les entreprises dans leur démarche, notamment en intelligence économique, en export, ou alors surtout les ressources. Voilà, petit rapide. Alors, donc en fait, le comité, les filières, il y a une politique nationale d'organisation de filières. La filière des écoactivités au niveau national est représentée au sein du comité stratégique des éco-industries, le COSEI, qui a été créé en 2008. C'est une instance de concertation entre les entreprises de l'environnement et les pouvoirs publics. Elle se réunit tous les 6 mois. Au début de la première année, c'était l'occasion de faire des études sur les filières. Alors les filières thématiques, c'est l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, l'eau, l'assainissement et le traitement des déchets. Et en octobre 2013, un contrat de filière a été élaboré pour chacune de ces thématiques. C'est un contrat entre l'État et les industriels qui met en avant sur les différents aspects. Donc, je reprends. Je disais que c'était un contrat qui permettait de mettre en lien, de se mettre d'accord en partenariat entre l'État et les industriels, par exemple sur les aspects financement, alors en garantissant des financements via la BPI ou les investissements d'avenir, sur les appels à projets, dédiés aux écoactivités. Et en juin 2013 a été mis en œuvre la même chose, une instance analogue au niveau régional pour être plus près des territoires, la région étant l'échelon des développements économiques. Alors, cette instance a pour objectif de partager une vision moyen terme de la filière en explicitant les travaux réalisés au niveau national et régional, donc c'est un relais en fait entre le territoire et le niveau national. Favoriser la coordination des acteurs régionaux agissant pour le développement économique et coactivité. Beaucoup d'actions sont menées sur les territoires par les conseils généraux dans toute l'île de France, par les comités d'agglo, par des associations. Et en fait, c'est un lieu de concertation et de coordination. Favoriser les échanges aussi entre les entreprises et les donneurs d'ordre de la région et définir des orientations et actions à mettre en œuvre au niveau régional. Alors, cette instance est constituée d'un comité de pilotage qui est présidé par le vice-président du groupe APREC. Il est constitué
organisme de formation. Et en fait, son rôle, c'est un lien avec, d'être le lien avec le CODEI, de décliner certaines actions au niveau régional, par exemple, tout ce qui est aspect formation, ou alors de retenir les actions régionales, des coûts de travaux aussi dessous, et financer les actions qui en ressortent. En effet, les groupes de travaux, eau, assainissement, valorisation industrielle des déchets, énergie renouvelable, efficacité énergétique, sont constitués par les personnes, les entreprises, les associations, les collectivités qui se sont impliquées sur les sujets des écoactivités. Et donc l'objectif, c'est de proposer des actions opérationnelles. Les premiers GT groupes de travail sont prévus d'ici la fin de l'année. Et en fait, l'objet de ma présentation, c'était d'inviter toute personne, toute entreprise, toute association, toute collectivité qui veut s'impliquer au niveau régional sur les démarches d'éco-activité, peut-être plus spécifiquement sur l'énergie renouvelable ou l'efficacité énergétique qui nous réunit aujourd'hui, afin que, parce que le CSFR est bien une caisse de résonance au niveau régional, et l'objectif c'est pour les acteurs publics de soutenir des actions au bénéfice de l'action économique et de l'activité économique. Voilà, merci Monsieur Fernandez. Alors, ne bougez pas qu'il y a des questions-réponses. La première question est toujours la plus compliquée ou la plus difficile. En tout cas, levez la main si vous souhaitez poser des questions. Je suis sûr qu'il y en a. N'hésitez pas, peut-être les spécialistes. Ah, la première question est toujours compliquée. Monsieur là-bas, vous regardez peut-être. Non? Oui? Oui, voilà, je le savais. Je l'ai vu dans vos yeux. Il y avait une question. Je vous tends le micro, monsieur, allez-y. Christian Hugues, j'habite le Val-de-Marne. Et ce que vous avez dit en dernier, concernant l'efficacité énergétique, je me bats avec le gouvernement depuis de longues années. J'ai même donné un dossier là-bas chez M. Rambourg. Un, deux, trois, et c'est juste bien devant la bouche, c'est un métier. Et ça n'a pas abouti. Alors, si ça se fait dans le Val-de-Marne, je veux bien, parce que j'ai inventé un système qui a été testé aux États-Unis, qui a été testé pas mal d'endroits, sauf en France. Et j'aimerais bien que cela se poursuive, si vous voulez bien. Ce que je comprends, c'est que vous êtes un porteur de projet, vous avez inventé Oui. un chef d'entreprise porteur de projet. Oui. D'accord. Et donc vous avez adressé une mission au ministre Montebourg. J'avais donné un dossier à peu près de cette taille à la part à Percy. Et puis, en fin de compte, ça n'a pas abouti. J'ai dit divers endroits, mais ça n'a rien donné. Alors, je suis allé aux États-Unis, j'ai été accueilli de manière très sympa. Et j'ai vendu d'ailleurs une licence. D'accord. C'est peut-être intéressant parce que tout ce qui est justement démonstrateur ou projet innovant, c'est un des axes par exemple, de ce CSFR mettre en œuvre sur les territoires des technologies innovantes et de pouvoir permettre de les éprouver à travers par exemple des marchés publics innovants. Donc ça pourrait être fait l'objet d'échanges pour présenter et voir. Moi je suis tout oui. D'accord. Vous voyez, notre monde essaie aussi à mettre en relation tous les acteurs. La deuxième question, peut-être. Allez-y, n'hésitez pas. On va garder encore le micro 2 minutes à ce sujet. Pas de questions? Écoutez, M. Fernandez, merci beaucoup. Merci de votre intervention. On peut encore l'applaudir et le saluer pour cette présentation. Pour le prochain sujet, nous aurons trois intervenantes. Le sujet sera le plan climat-énergie territorial du Val-de-Marne et le focus sur la géothermie et la plateforme de rénovation énergétique. Le projet développement durable qui peut nous rejoindre car vous êtes peut-être la première à intervenir sur ce sujet. Vous aurez ensuite, vous pouvez l'applaudir également. Ensuite, Madame Lafont transmettra le micro à Fabienne Observe-Sicard, responsable du secteur précarité énergétique
D'accord, très bien, vous vous présenterez. Hein. Voilà. Ensuite, il y aura juste avant Marie Guillemette, responsable du secteur réseau et mobilité durable au Conseil général du Val-de-Marne. Voilà, mesdames, toutes les trois, vous avez 15 minutes, c'est très timé. À vous, merci. Il y a un petit bouton on. Voilà. Là, c'est vrai. Bonjour. Faisons une présentation à 3 voix. Très rapidement, je vais présenter la politique énergétique du département avant de faire un zoom sur la géothermie et les réseaux de chaleur et sur un projet, une démarche de plateforme de la rénovation. Ce sont des actions un petit peu plus concrètes. Voilà. Sur le plan climat énergie du Val-de-Marne, c'est une démarche qui a été engagée dès 2008 au niveau du département, qui s'est concrétisée en janvier 2014 par l'adoption d'un projet de plan climat énergie territorial, c'est-à-dire un ensemble, un programme d'action. Cette politique climat énergie départementale est structurée autour de 5 enjeux qui sont listés ici. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, lutter contre la précarité énergétique, encourager la sobriété énergétique, développer des énergies renouvelables accessibles à tous et adapter notre territoire et notre économie au dérèglement climatique. Donc on retrouve bien la présence des thématiques dont on a parlé déjà, sobriété énergétique, énergie renouvelable. Derrière ces 5 enjeux, ce sont de nombreuses actions, démarches en cours. Peut-être pour entrer un peu dans le vif du sujet, ce qui peut nous intéresser plus particulièrement, c'est des démarches sur les bâtiments départementaux. Donc on met en place des rénovations, des raccordements de chaleur de collèges. On a aussi tout un travail d'amélioration de la maintenance de nos équipements, notamment de chauffage, ventilation, climatisation. Et aussi au niveau du territoire, on cherche à développer, encourager la rénovation sur le territoire et en particulier, ce sera l'objet de l'intervention un petit peu plus tard. Et aussi on a vocation au développement des énergies renouvelables et plus particulièrement la géothermie et les réseaux de chaleur, parce que c'est un atout du département, mais je vais laisser les spécialistes en parler juste après. Pour finir un petit peu boucler sur cette politique climat-énergie, c'est également une démarche et une dynamique territoriale. Derrière cela, il faut voir qu'il y a un réseau de partenaires qui se sont engagés avec le département dans cette politique. Il y a à peu près aujourd'hui une quarantaine de partenaires, que ce soit des collectivités, des établissements publics ou des structures privées. Il y a également une en place d'outils collaboratifs, d'un site internet dédié si vous voulez en savoir un petit peu plus. Vous allez trouver sur le site internet. Et nous éditons une newsletter, il y a 10 newsletters par an, qui permet de développer l'actualité du territoire. Et pour conclure, on a mis en place en 2013 et on renouvelle en 2014 un appel à projet de lutte contre le dérèglement climatique. Ça complète aussi un autre appel à projet qui est annuel sur les éco-activités. Et voilà, je cite parce que vous avez jusqu'au 14 juillet pour candidater et les entreprises de petite taille peuvent candidater à cet appel à projet. Voilà, je vais passer la parole à Marie Guillemette. Sur géothermie, réseau de chaleur et géothermie, donc je pense que vous savez
reconfirmer, enfin réétudier le potentiel sous-sol, c'est-à-dire parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont maintenant 20-25 ans de ce réservoir dit du Docker, donc il y a besoin, avec le BRGL, de revoir un certain nombre de données de sous-sol. Et évidemment, on a fait une étude assez fine du potentiel de raccordement en surface, puisque pour ce type de développement et d'énergie, il faut, vous savez, raccorder. Vous savez, il faut raccorder beaucoup de logements en surface, donc il faut un tissu urbain dense. Donc on a croisé en particulier, on s'est exercé à réunir toutes les données sur le développement urbain, le développement des quartiers, à actualiser toutes ces données-là pour finalement arriver à classer les communes du Val-de-Marne en 4 catégories. Je ne sais pas si vous voyez très bien, quand on fait un petit peu clair, on va voir les réseaux de chaleur qui sont un petit peu tout fins, mais donc 4 catégories de communes, des communes dites du groupe 1 qui sont en verte ou HUE, donc vous voyez Champigny, le Cablin 17, le Charenton, mais aussi Brie-sur-Marne, Villiers, où on a déjà établi la très-faisabilité de nouvelles opérations de géothermie. Vous savez que ces opérations sont des opérations qui sont très lourdes au plan de l'investissement, puisque c'est dans les 40 millions d'euros d'investissement, moitié en développement forage, moitié en développement des réseaux. Donc il est important, pourquoi on met ce genre d'études à des échelles territoriales comme celle du Val-de-Marne, parce que ce sont des études qui ne peuvent pas être menées à des échelles petites, comme les communes de la communalité, qui ont besoin d'être menées aux échelles de l'agglomération, à l'échelle du Val-de-Marne en l'occurrence. Ça a été fait dans Seine-Saint-Denis, ça se fait dans les Sommes bientôt, et ça permet, si vous voulez, de donner aux investisseurs potentiels qui sont les communes de la communauté, de leur donner une préfiguration un certain nombre de perspectives et de leur permettre d'engager des études, cette fois-ci de faisabilité. Donc ce sont des études qui sont destinées, si vous voulez, à développer une connaissance commune, les acteurs du territoire et tous une connaissance et de l'état des lieux de ces énergies, de ces formes existantes, et puis de perspectives de développement. C'est important qu'on partage de cette connaissance, parce que c'est comme ça, c'est en partageant ces connaissances, en partageant les connaissances sur les perspectives de développement, qu'on espère qu'on agit pour atteindre les objectifs du plan climat, les objectifs des schémas régionaux, climat, air, énergie. Vous avez peut-être entendu parler. Le but de ces études prospectives, c'est celui-là. Alors, vous voyez en groupe 3, c'est-à-dire en orange, toutes les communes qui sont dotées déjà de réseaux. Vous voyez qu'il y a plus de la moitié du département qui est déjà doté de réseaux de chaleur, qui est bien souvent doté déjà d'opérations de géothermie, qui va s'en doter très rapidement. Il y a des études qui sont en cours à Ivry, etc. Ce qui est très important aussi de dire, j'en finis là sur cette diapositive, c'est qu'en Ile-de-France, c'est le réseau de chaleur qui est le vecteur principal du développement des énergies renouvelables. Parce qu'en tissu urbain dense comme celui de l'agglomération, c'est le moyen le plus rapide et le plus performant pour développer vite des énergies renouvelables. Les gens qui sont raccordés au réseau de chaleur, ils sont déjà en moyenne à plus de 50% d'énergie renouvelable dans le Val-de-Marne. Ce qui est tout à fait remarquable, évidemment. On parle là de chaleur, c'est le chauffage, le chaud, c'est nucléaire. Mais donc, la stratégie régionale aujourd'hui, partagée par tous les acteurs, c'est le paquet sur les développements des réseaux de chaleur. Et à partir de là, on peut greffer, à partir des réseaux de chaleur, on peut développer l'agglomération, on peut développer la récupération de chaleur sur les réseaux ionisés, on peut développer la géothermie sur des horizons profonds comme le Docker, mais aussi sur d'autres horizons. Je ne vais pas développer là. Si vous voulez, je peux faire un autre. Voilà. Donc ça, c'est important de se souvenir de ça. Les réseaux de chaleur, vecteur de développement des énergies renouvelables en Ile-de-France. Et puis, dernière diapositive, seconde et dernière, pour vous montrer la prospective de l'humain. Donc vous voyez la croissance qu'on escompte, enfin, avec les perspectives de développement, la croissance des mégawattheures produits sur les réseaux de chaleur. En gros, c'est doublé la production actuelle, qui est déjà des réseaux de chaleur véhiculés
pas loin de 2 millions de mégawattheures. Vous voyez qu'on a en perspective de quasiment doubler cette production de chaleur du territoire. Donc on est bien là, déjà, vous voyez, dans un territoire qui produit de l'énergie. Hein, c'est ce qui va nous intéresser. Et vous voyez, avec un mix, parce que les réseaux évidemment sont supports dans un certain mix énergétique, on valorise beaucoup de chaleur de l'incinération. Hein, c'est sur le petit graphique, les UEM en violet. On va continuer à valoriser ces énergies d'incinération, même si l'incinération n'a pas forcément un avenir considérable, mais enfin à 2020 c'est encore une réalité. On compte doubler l'énergie produite avec la géothermie et puis amorcer le développement du biogaz avec la méthanisation. Je vais très vite, mais enfin voilà, ça vous montre un petit peu comment concrètement, voilà, comment on étudie les perspectives de développement 2020 des énergies renouvelables en Ile-de-France, peut-être pas grand, voilà une illustration. Fabienne Obzer-Seka, responsable du secteur précarité énergétique. Dans la continuité de ce que vous a présenté Marie-Liliane Betty, je vais vous parler du projet de plateforme pour la rénovation énergétique pour tous, qui est en train de se construire sur le territoire départemental avec des sites qui sont pressentis, expérimentaux, et je vous expliquerai assez rapidement en 5 minutes donc en quoi ce travail peut être complètement complémentaire de ce que vient de vous présenter ma collègue. Donc ce projet de plateforme, tout d'abord pour le resituer d'une manière globale, a été construit avec des partenaires locaux qui sont le Pacte de l'Est parisien, l'organisme que vous connaissez peut-être, qui intervient en particulier sur tout ce qui est habitat indigne, sur toute l'amélioration, l'adaptation de l'habitat pour les personnes âgées, personnes handicapées, et qui a un certain nombre de missions de services publics, on va dire, autour des questions d'habitat, et l'Agence de l'énergie Val-de-Marne, qui est rattachée au CAUE. CAUE, c'est Conseil d'architecture, urbanisme et environnement. C'est une association qui, entre autres, intervient à la fois auprès des collectivités, mais surtout auprès des particuliers, pour l'accompagnement, pour la rénovation, en particulier les problématiques architecturales de l'adaptation d'un logement. Quand on transforme une maison selon l'endroit où elle se situe, on peut obtenir auprès de cet organisme, du CAUE, un conseil gratuit de la part d'architectes pour adapter effectivement le logement aux contraintes générales environnementales. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme, rapidement? Elle vise à accompagner les ménages val-de-marnais, plutôt des ménages propriétaires modestes ou locataires du secteur privé. Donc on est plus là sur des questions de logement particulier, d'une manière générale. Contrairement à ce qui vient de vous être exposé, les réseaux de chaleur, vous l'avez bien compris, s'adressent plutôt à de l'habitat dense, des immeubles collectifs, soit des copropriétés, des logements HLM ou des bailleurs sociaux, plus exactement, c'est le terme plus adapté. Le projet de plateforme, lui, pour le coup, concerne plutôt des propriétaires modestes qui sont dans les pavillons. Et l'idée, c'est effectivement d'accompagner ces ménages depuis le repérage de ces ménages, c'est-à-dire savoir où ils habitent, qui ils sont, jusqu'à la réalisation de travaux et le suivi et l'évolution des factures énergétiques, puisque notre objectif là aussi est d'amener une réduction des consommations énergétiques. Donc, en quoi est-ce que, effectivement, ça peut conserver les éco-acteurs et en quoi, effectivement, cette plateforme a directement un impact sur votre activité? Il s'agit, bien sûr, pour construire un tel outil, de faire quelque chose qui soit simple, cohérent, qui ne se rajoute pas, on a bien vu un nombre de dispositifs, mais qui permettent de faciliter ce lien entre un particulier qui est dans un logement qui a besoin d'être rénové et les liens avec les entreprises, quelle entreprise choisir, les liens avec effectivement comment trouver des financements pour financer cette rénovation énergétique, comment être certain que les travaux qu'on va pouvoir engager sont des travaux qui vont bien permettre de diminuer la consommation d'énergie,
Donc voilà en tous les cas les grands enjeux de cette plateforme. Je vous parlerai aussi, avant de vous parler des territoires expérimentaux, de l'importance pour les entreprises d'être reconnues garants de l'énergie, d'avoir le label RGE. Puisque je fais une petite parenthèse sur cette question-là, il faut savoir que pour qu'un propriétaire puisse obtenir un certain nombre d'aides financières qui lui sont délivrées par les services de l'État, par l'ANA, mais aussi des subventions qui sont accordées entre autres par le Conseil général pour l'amélioration de ces logements et l'aide à la rénovation énergétique, il faut impérativement que le particulier ou la petite propriété fasse appel à une entreprise qui dispose du label RGE, donc reconnu garant d'énergie. Ce label est délivré pour l'instant par un certain nombre d'organismes, dont la CAPEB. C'est de mémoire 2 sessions de formation qui permettent d'avoir cette labellisation, qui est absolument indispensable. Donc je pense que là aussi, il y a des articulations tout à fait importantes à faire entre les formations qui sont dispensées ici, pour en tous les cas les personnes qui sont amenées à travailler sur la rénovation du bâti. Parce que j'ai bien compris que ce n'était pas cela que l'on faisait exclusivement dans cette belle maison. Mais effectivement, il faut que vous sachiez qui allez, je crois savoir que parmi vous, il y a de futurs chefs d'entreprise. Et voilà, il faut que vous sachiez que ce label est tout à fait important lorsqu'on veut travailler auprès de particuliers. Cette plateforme, elle va se développer dans un premier temps sur 3 territoires du département, parce qu'on souhaite l'expérimenter, évaluer ce qu'on va faire, voir si c'est vraiment efficace, pertinent, avant de l'étendre à l'ensemble du territoire départemental. Donc 2 villes sont très fortement pressenties, Champigny-sur-Marne et Vitry-sur-Seine. Et ici même, à Villeneuve-Saint-Georges, nous réfléchissons actuellement à voir comment on peut apporter un complément, un soutien pour cette ville qui a particulièrement besoin d'être soutenue et accompagnée dans les difficultés qui peuvent se présenter sur son territoire. Voilà, en tous les cas, j'espère avoir tenu les 5 minutes impérativement obligatoires. C'était parfait, madame. On va retenir encore quelques minutes car je suis sûr qu'il y a bien sûr des questions sur ce sujet. Voilà, très bien, monsieur. Je viens vers vous. Vous pouvez vous présenter, bien sûr, si vous le souhaitez. J'ai une question sur le prix de l'énergie, le prix de la géothermie, du kilowattheure de géothermie. Est-ce qu'il est compétitif par rapport à des classes, par exemple? Oui, on est compétitif, enfin, il est compétitif. Alors c'est toujours, évidemment, toujours difficile de répondre simplement sur les opérations qui ont été réalisées au début des années 80, ce qui est le cas de quasiment toutes les opérations, parce qu'elles sont maintenant 25 ans. Les investissements sont largement amortis et les maîtres d'ouvrage sont maintenant en capacité de commencer à livrer de chaleur à des prix vraiment très très compétitifs. Évidemment, sur les investissements qui sont réalisés aujourd'hui, on est beaucoup plus proche du prix pour amortir l'investissement, beaucoup plus proche du prix, mais on n'est pas au-dessus, on est capable de sortir une énergie avec un prix compétitif, et évidemment avec des subventions de chaleur qui aident quand même. Mais oui, tout à fait, l'idée c'est bien celle-là, l'idée c'est quand même de garantir un prix compétitif. Ça vous convient, monsieur? Oui. Merci beaucoup en tout cas de votre question. Une deuxième question, certainement. J'avais une main qui se lève. Voilà, monsieur. Jean, question pour madame. Ce service proposé aux particuliers, est-ce qu'il est également valable pour des PME? Accompagnement dans le conseil avec l'architecte. Alors, sur l'activité du CAUE, cette activité est plutôt destinée aux particuliers. Sur le projet de plateforme, si c'est le sens de votre question, l'idée, en effet, est à terme de pouvoir intégrer, y compris dans le comité de suivi de cette plateforme, les organismes comme la CAPEB qui représentent en fait les entreprises, puisque un des enjeux, et je le répète là, peut-être que en 5 minutes c'est très court pour présenter un projet aussi vaste, un des enjeux c'est bien d'intégrer les entreprises à la réalisation des travaux, et c'est en cela que nous travaillons aussi avec nos collègues des
nouveaux acteurs, parce que l'idée c'est bien, peut-être à terme, d'accompagner des groupements d'entreprises qui seraient en capacité de faire l'ensemble des travaux nécessaires, si c'est ça le sens de la question. Alors, pas tout à fait. L'idée, c'était moi, en tant qu'entreprise, j'ai un bâtiment qui effectivement est sûrement perfectible, et vers quel organisme dois-je me tourner pour pouvoir améliorer la performance énergétique de mon bâtiment? Alors, d'accord, pardon, mal compris. Donc là, c'est l'Agence de l'énergie du Val-de-Marne, HCIE, qui peut accompagner les entreprises pour la rénovation de son bâti. La plateforme, ce n'est pas sa cible, mais l'Agence de l'énergie fait ce travail-là et peut tout à fait accompagner une entreprise pour la rénovation de ses propres bâtiments et de ses structures. Voilà, merci monsieur de votre question. Une prochaine question, certainement. Non, c'est terminé. Eh bien, écoutez, merci mesdames, merci de votre intervention. Le Conseil général du Val-de-Marne, bien sûr. Alors, monsieur qui est chef d'entreprise, vous allez certainement être intéressé par le prochain sujet. Il sera tenu par monsieur Olivier Dussard, directeur territorial du Val-de-Marne DF, si j'ai bien vu ma fiche, et ainsi que monsieur Renaud Guégan, responsable marketing, direction de l'immobilier aéroport de Paris. Le sujet étant la transition énergétique, un enjeu stratégique pour les territoires et les entreprises. Que, voilà, à vous, monsieur. Bonjour à tous, je suis Olivier Dussard, directeur territorial de GRDF pour le Val-de-Marne. Tout le monde m'entend? Voilà. Alors, tout le monde s'est présenté, moi je ne connais pas monsieur qui fait office aujourd'hui de monsieur Bons Office, et j'aimerais lui dire tout simplement merci de m'interrompre si je commence à être trop long. Donc au bout de 3 minutes avant la fin, j'espère tenir, c'est pour ce soir de monsieur. Bien, moi je représente mon entreprise, GRDF, Gaz Réseau Distribution France, auprès des institutionnels, des collectivités et des entreprises. Donc GRDF, même si certains ne connaissent pas le nom, tout le monde connaît l'entreprise. Donc c'est l'entretien du réseau de gaz naturel en France. Ça fait 200 000 km à peu près, dont 2500 dans le Val-de-Marne. Donc notre rôle, c'est de dire, c'est de construire, c'est de développer, c'est de promouvoir aussi, de promouvoir ces attraits auprès des grands aménageurs, des collectivités et du particulier. Alors, la transition énergétique à GRDF, ça nous parle. Déjà, je voudrais faire une anecdote, puisque par le passé, on a connu déjà notre transition énergétique à nous, puisque rappelez-vous, pour certains, dans les années 50, on parlait du gaz de ville. C'était un gaz qui était fabriqué dans des usines à partir de charbon, de houille. Et on est progressivement passé au gaz naturel. On a découvert les gisements dans le sud-ouest, aux Pays-Bas, en Norvège. Et donc, petit à petit, on est passé d'un gaz manufacturé à un gaz naturel. C'était les mêmes tuyaux, c'était pas la même chose qu'il y avait à l'intérieur. Et bien finalement, la transition énergétique qui nous attend aujourd'hui, demain, dans les décennies qui viennent, c'est un peu la même chose. À la fois parce que le réchauffement climatique nous impose une baisse de nos énergies fossiles, le gaz naturel en fait partie aujourd'hui. Et puis parce que tout simplement, des énergies fossiles, on n'aura plus. Alors, pas à l'horizon 2050, mais gaz naturel, on aura encore jusqu'en 2150, 2200 peut-être. Enfin, en tout cas, les impératifs du Grenelle et autres imposent pour nous, à GRDF, de se dire comment on fait pour exister dans 50 ans, dans 100 ans et pour préserver la planète. Donc, tout simplement, on a réfléchi à un scénario. Ce scénario, on l'a réfléchi il y a 1 an et demi à peu près. Et il consiste en fait à se dire que dans nos réseaux, déjà, ce scénario, c'est à la fois de la sobriété et de l'efficacité. Bon, l'efficacité, c'est à peu près logique, on a envie que nos bâtiments soient moins des passoires, etc. Okay. La sobriété, c'est aussi de prendre le pari que dans 20 ans, dans 30 ans, on consommera beaucoup moins qu'aujourd'hui. Le scénario de GRDF, c'est moins 40%. Et le scénario de GRDF, c'est aussi de mettre plus de 50% d'énergie renouvelable dans nos réseaux. Autrement dit, notre réseau qui est aujourd'hui quasiment 100% fossile, on en fasse un vecteur d'énergie renouvelable.
Alors ça ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, il y a un projet de loi qui a émergé, un projet de loi sur la transition énergétique. Et malgré tout, ce qui nous fait plaisir, c'est que notre scénario, on retrouve des similitudes. À savoir que il me semble que le scénario qui est prévu dans la loi de transition énergétique, c'est une baisse de 50% de l'énergie finale consommée. Donc on n'est pas loin avec nos 40%. C'est 30% d'énergie fossile en moins. Bon, on prend notre part avec un peu moins de gaz naturel dans nos réseaux. Et puis un développement des énergies renouvelables avec 30% là encore à l'horizon 2050. Donc là-dessus, sur la théorie, on est d'accord avec Madame la Ministre. Bon. Alors, maintenant, comment on fait? Parce qu'un scénario, c'est bien. Voilà. Alors, comment on fait pour mettre en œuvre ce scénario? On a dit on mettait du gaz renouvelable dans nos réseaux. Alors, c'est quoi le gaz renouvelable? C'est ce qu'on appelle, nous, le biogaz. C'est-à-dire du gaz produit à partir de nos déchets. Donc, Madame Guglielmetti commençait à en parler, elle disait qu'on incinérait encore beaucoup de déchets aujourd'hui et que ça avait un avenir incertain. Parce que ces déchets, aujourd'hui, on commence à les méthaniser, on les transforme en biogaz. Et puis, si on les traite un peu, si on les épure encore un peu plus, on les transforme en biométhane, qui est en fait un gaz comparable au gaz naturel d'aujourd'hui et qu'on peut injecter dans notre réseau. Donc ça, c'est possible depuis 2011. On a fait les premières injections en 2011. Ici, près de nous, en Seine-et-Marne, l'injection a démarré. Ces deux agriculteurs qui fermentent leurs déchets de leur exploitation agricole depuis un petit peu plus d'1 an. Donc ça représente le chauffage d'une ville de 1500 habitants à peu près. Donc ça, c'est les premiers projets qui ont émergé. Pour nous, à l'horizon 2050, on va mettre jusqu'à 70% de ce type de gaz dans nos réseaux. Donc le potentiel, il est là, hein, les déchets, on voit bien que c'est un gisement énorme. Aujourd'hui, on est capable de méthaniser la fragmentation, la partie fermentescible de nos déchets ménagers, les déchets agricoles. Demain, on pourra fermenter à partir de la biomasse, du bois, et des algues. Donc le potentiel est énorme et on entend bien le convertir. Alors, une très bonne nouvelle également qui est intervenue hier ou avant-hier, c'est avec nos stations d'épuration produisent aussi du biogaz. Et donc le décret qui permet d'injecter ce biogaz dans nos réseaux est également paru il y a 2 jours. Donc on va voir aussi, là encore, émerger du gaz renouvelable dans nos réseaux dans très très peu de temps, et en particulier ici dans le Val-de-Marne. Alors, un deuxième axe de ce scénario, c'est la partie dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est la mobilité des transports. Les transports, c'est de mémoire 30% de l'énergie consommée en France. Non seulement c'est une problématique CO2 et réchauffement de la planète, c'est aussi une problématique pollution. Ça ne vous a pas échappé aussi qu'on a eu un petit épisode de pollution il y a 2 mois à peu près, 2, 3 mois, 4 mois, aux particules. Alors nous, on croit beaucoup à notre gaz en tant que carburant, le GNV. Ne confondez pas avec le GPL, hein, c'est pas du tout la même chose. On parle ici bien de gaz comprimé, c'est un carburant gazeux, qui n'émet aucune particule, qui n'émet aucun dioxyde d'azote, aucun dioxyde de soufre, et qui produit bien sûr du CO2, puisque c'est quand même une énergie fossile aujourd'hui. Mais si on se rapporte au slide précédent, voilà, notre gaz, dans 20 ans, dans 30 ans, il sera à moitié renouvelable, donc mécaniquement, le carburant le deviendra aussi. Donc ça, c'est une énergie qui existe déjà aujourd'hui en France et dans le monde. C'est le premier carburant alternatif dans le monde. La filière n'est pas encore très développée en France, mais voilà, en France, le dieu diesel était tout puissant jusqu'à encore pas si longtemps. Bon, maintenant qu'il ne l'est plus, j'allais dire, les portes sont ouvertes et à tout type de véhicules propres. Donc ça, c'est un produit qui va se développer énormément dans les années à venir. Je pense que ma voiture au milieu de la courbe ne vous a pas échappé, elle est toute belle, toute verte, et elle roule au gaz, et c'est formidable. Voilà. Alors, du coup, finalement, moi, ce que je suis en train de vous dire, et que vous n'aviez pas forcément en tête, c'est que ce réseau de gaz naturel, c'est un formidable vecteur de transition énergétique. Et ce gaz naturel, il va avoir l'énorme avantage. D'une part, il existe. C'est-à-dire que économiquement, c'est très optimum, parce qu'on n'aura pas besoin de reconstruire des réseaux pour être vecteur d'énergie renouvelable. Le gros avantage des réseaux de chaleur
des RCU, donc par les réseaux de chaleur en de géothermie, c'est qu'ils sont verts tout de suite. Dès qu'on les construit, ils sont verts. Par contre, ils coûtent très cher à construire. Nous, nos réseaux sont déjà construits, sont propriété des collectivités, ils appartiennent aux communes, c'est un patrimoine de la collectivité. Et dans quelques années, dans quelques décennies, eux aussi seront verts. Donc on va admirablement bien se compléter entre ces réseaux de chaleur et nos réseaux de gaz. Et puis, on va aussi se compléter avec les réseaux électriques. Parce que le réseau électrique, il peut en théorie être 100% vert. Si on met de côté quelques petits soucis, que ce soit côté nucléaire ou côté recyclage des batteries ou autres, mais bon, ça c'est pas mon sujet, c'est pas mon domaine de compétence. Mais en tout cas, le réseau électrique, il a un gros inconvénient, c'est qu'il ne se stocke pas. L'énergie électrique ne se stocke pas. Or, à l'inverse, le gaz se stocke très bien. Ça veut dire que, d'une part, on peut dans un sens fabriquer de l'électricité à partir du gaz. On sait très bien le faire depuis de nombreuses années. Parfait, 3 minutes, c'est génial. Ça, on fait depuis très nombreuses années, ça s'appelle la cogénération. Donc, comme plus on a des réseaux de chaleur sur le département, on fournit de l'élec et puis la chaleur, on la met dans les réseaux de chaleur, ça va bien. Et puis à l'inverse, on va produire de plus en plus d'électricité par le photovoltaïque, par les éoliennes, etc. Soit on va les produire quand on n'en a pas besoin. Donc on va pouvoir, par exemple, faire avec l'électricité produite, faire de l'hydrolyse de l'eau pour le stocker en hydrogène. Voilà. Il y a tout un tas de recherches sur le sujet qui sont non pas des recherches, mais qui commencent à aboutir. À Dunkerque, il y a un réseau qui est en hydrogène aujourd'hui, un quartier qui est en hydrogène, un titre expérimental qui fonctionne. Donc voilà, tous nos réseaux, ils vont être smart, comme on dit. On est en train d'équiper aussi dans les années qui viennent tous nos clients de compteurs communicants pour mieux savoir où on consomme et quand et qui. Et tout ça va faire en sorte que tous les réseaux vont être mieux interconnectés, vont mieux communiquer entre eux pour aboutir à cette transition énergétique. Et avec les 1 minute 50 qui me restent, je vais conclure en disant que quoi, c'est quoi le rôle de GRDF là-dedans? C'est d'apporter ce type d'information à tous nos partenaires, les collectivités, les entreprises, tout simplement pour leur permettre de faire les bons choix. Parce qu'à chaque territoire, il n'y a pas de solution miracle. Pour un territoire, le réseau de chaleur va être la solution parce qu'il y a la densité, parce qu'il y a la chaleur en profondeur. Dans d'autres, ça ne sera pas le cas. Ça sera trop cher. Après, tout dépend si on veut aussi 100% d'énergie renouvelable tout de suite, à n'importe quel prix, ou alors si on veut y arriver à horizon 20 ans, 25 ans, et que l'intérêt économique prime au départ. Alors, on est sur un territoire de précarité énergétique, on n'a pas forcément, chaque commune n'a pas forcément les moyens d'investir dans un réseau de chaleur tout de suite, maintenant. Voilà. Donc voilà, nous on est là en tant que conseil, en tant qu'information, et puis on est là pour dire attention, méfiez-vous, j'aime beaucoup ma nouvelle ministre de l'énergie, mais voilà, hier, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, c'était diesel 100% tout diesel. Aujourd'hui, au bout de 2 ans, c'est 100% électrique, 7 millions de bornes de recharge. Bon, restons raisonnables, la vérité est que la transition énergétique se fera avec un mix énergétique où toutes les énergies sont les bienvenues. Voilà. Merci, monsieur Favre. Monsieur Guégan, à vous, monsieur Renaud Guégan, responsable marketing, direction d'immobilier, aéroport de Paris. Bonjour à tous, merci d'être présents aussi nombreux dans cette salle. On va à nouveau parler de transition énergétique, cette fois sur les aéroports franciliens. Donc nous avons 3 aéroports principaux, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, qui représentent, juste le préciser, c'est important, 114 000 emplois directs et indirects. Aéroport de Paris, c'est seulement 9 000 salariés. Donc 100 000 salariés d'entreprises liées au secteur aéroportuaire. Alors, il existe au sein de l'Aéroport de Paris une direction de l'environnement et du développement durable
qui est organisé de la manière suivante, avec un département politique environnemental et énergétique, 2 délégations territoriales, l'une à Roissy et puis le Bourget et l'autre à Orly, et puis 5 pôles de coopération économique et sociale, ça c'est un petit peu moins connu, avec un observateur des métiers, le management de la formation au riverain, il y a un outil d'aide à l'insonorisation des habitations, et puis une fondation d'aéroport de Pau. Alors au niveau de l'immobilier, moi je fais partie de la direction de l'immobilier, je suis le responsable de marketing. Il y a également bien sûr la direction de l'aéroport. Les directions de l'aéroport et l'immobilier sont au centre en fait de la politique de responsabilité sociétale d'entreprise, avec ce que vous voyez autour, bien sûr la politique environnementale, l'emploi, la qualité de service aux passagers qui est un leitmotiv très important. Aujourd'hui, nous sommes passés en gros de 70% de satisfaction passager à 88% à l'espace de 5 ans. Et puis les services aux compagnies aériennes, bien entendu, la sûreté, la qualité environnementale des bâtiments, qui est gérée par un pôle aménagement et développement, et puis les achats. Alors on va donc au niveau de la responsabilité sociétale d'entreprise, 4 volets: un volet social, la satisfaction des salariés, un volet environnemental, la maîtrise des impacts environnementaux, la gestion des clients et des achats, et également la création de valeur pour la société civile. Alors nous avons pour 2015 des objectifs environnementaux très très ambitieux. 25% de réduction des gaz à effet de serre, 12% de baisse des consommations internes d'énergie primaire, 15% d'utilisation des énergies renouvelables, on va voir après les résultats qu'on a obtenus d'ores et déjà, une baisse d'émissions de CO2 pour notre flotte de véhicules de 10% en utilisant essentiellement des véhicules électriques. On encourage aussi les compagnies aériennes à diminuer le temps de roulage des avions en les aidant par un système bien à nous. Et puis également limiter l'utilisation des combustibles de puissance. Au niveau de l'eau, 5% de baisse par passager des consommations, essentiellement. Au niveau des déchets, bien sûr, le traitement des déchets et puis régénération des déchets, environ les 30%, et puis une baisse de l'utilisation de papier de 5%. Là, vous voyez le statut, donc en gros, on a quasiment atteint en 2013 tous les objectifs, on va juste après. Alors en 2013, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en œuvre la norme ISO 50001. On a notamment créé une centrale de biomasse. Il y a 2 centrales biomasse à Roissy, et puis en 2011, on avait créé une centrale géothermique à Orly. On a un niveau de l'Airport Carbon Accreditation de niveau 3 pour Orly et Roissy, et 2 pour le Bourget. On a un plan de dépassement d'entreprise, bien entendu, une diminution des émissions de CO2 déjà de 10% cette année, l'année dernière, pardon. Et puis donc la biodiversité des déchets. Alors justement, je parlais de centrales géothermiques et de centrales biomasse. En gros, on utilise, on l'a vu tout à l'heure, du Dogger, effectivement la nappe qui a 1700 mètres de profondeur, qui est une nappe à 74 degrés, qu'on réinjecte grâce à une centrale géothermique à Orly à une température de 35 degrés. On a 2 centrales biomasse à Roissy qui fournissent en gros 25% de la chaleur nécessaire de la plateforme, alors que sur Orly c'est 60%. Les centrales géothermiques fournissent 60% de l'énergie de la chaleur, ce qui est énorme. On a créé une ferme solaire à Roissy, qui a une puissance moindre, mais qui a l'avantage d'avoir aucune émission de gaz à effet de serre. Alors, tous nos projets depuis 2004, donc c'était déjà tous nos projets sont HQE, haute qualité environnementale, et nous avons créé également une notion qui n'existait pas, qui est l'aménagement durable, depuis 10 ans déjà, et puis le développement durable, bien sûr, des bâtiments, avec des bâtiments basse consommation. Tous nos bâtiments sont basse consommation, a été 2012, et surtout HQE également. Et notamment l'immeuble Altaï en 2012 à Charles de Gaulle qui était, je
je crois, l'un des premiers grands bâtiments de bureaux BBC. Le futur siège, là vous voyez sur cette vue le futur siège de l'aéroport de Paris, qui va donc, le siège va passer de boulevard Raspail dans le 14e arrondissement de Paris directement sur l'aéroport de Roissy, un bâtiment de 13 000 m², avec une deuxième partie de 13 000, donc c'est 26 000, ce que vous voyez, c'est 26 000 m². Le centre commercial Aéroville, vous avez peut-être entendu parler, c'est un centre commercial qui a été développé par l'immeuble de Rodamco, qui fait 84 000 m². Il faut savoir qu'il y a 174 pompes à chaleur en géothermie peu profonde, par contre. Et puis, bien sûr, HQE et BREAM. Tout à l'heure, je vais vous montrer quelques images du nouvel envol de Paris-Orly. C'est en gros la création d'un bâtiment qui lie le terminal Orly-Ouest au terminal Orly-Sud. Donc, ça va nous permettre d'avoir un seul et même grand terminal. 100 000 m². Justement, je vous parlais des résultats tout à l'heure. D'excellents résultats, puisque sur l'objectif de 15% d'utilisation des énergies renouvelables, on est déjà à 14% en 2013. Donc on va bien sûr dépasser en 2015 les 15% prévus. Et puis on avait un objectif de baisse de nos émissions internes de CO2 de 25%, on est d'ores et déjà à 30% en 2013. Alors, il y a des ratings qui sont en forte progression, notamment l'indice Global 100. On est désormais 14e mondial, alors on était 39e en 2012. La notation extra-financière de l'entreprise qui passe de 3 à 3+. Nos accréditations en carbone accreditation qui sont renouvelées pour 3, dont j'en ai parlé tout à l'heure, et 2 sur le projet. Et les distinctions qu'on a obtenues en 2013, il y en a 2 qui sont intéressantes. La Marianne d'Or du développement durable, qui a été décernée par les gouvernements dans la catégorie entreprise, établissement et services publics. Et puis, nous avons été élus service client de l'année. C'est toujours cette idée de qualité client pour la catégorie L. Je vais juste vous montrer. Très rapidement le nouveau vol d'Orly. Après, on va passer à la présentation du quartier d'affaires Cœur d'Orly, qui est un dépôt quartier d'affaires. Donc là, vous avez à l'est une extension de 20 000 m², et puis à l'ouest, ici, la création du nouveau bâtiment de liaison, on l'appelle un nouveau terminal. Voilà l'extension est, avec sur la droite, vous voyez le quartier d'affaires Cœur, on verra mieux après. Donc en 2015, cette nouvelle salle d'embarquement, on appelle aussi la jetée est, un petit peu barbare, 20 000 m². Et en 2018, donc, il y aura eu 450 millions d'euros investis entre 2014 et 2018. Un bâtiment de jonction de 80 000 m² avec beaucoup de commerce, de services aux passagers. Et puis en face de ce bâtiment, mais c'est en souterrain, il y aura une gare TGV à terme et surtout la gare du Grand Paris Express. Il y a des tunneliers qui vont creuser en 2023 et 2027. Officiellement, c'est 2027. Des pauses minutes qualitatives, vous voyez, avec des esplanades où les gens peuvent se promener, manger un sandwich, se détendre. Et le parvis, vous voyez, un bâtiment assez majestueux qui va permettre à Orly d'avoir un coup de neuf, puisque Roissy s'est déjà fait donc, bon nombre de terminaux, le terminal 2E, le terminal 2F, le satellite 3, satellite 4, le terminal T2G. Et à Orly, ça n'a pas bougé depuis 1968, puisque le premier terminal Orly Sud est de 61 et Orly Ouest de 68. Vous voyez, Orly a de beaux jours devant lui. Alors, il faut savoir, Orly, c'est aujourd'hui 28 millions de passagers. Il y a 10 ans, c'était 20 millions. Donc là, on est en pleine progression, notamment sur les vols low cost européens. Alors, le quartier d'affaires Cœur d'Orly.
pourquoi je vous parle aujourd'hui d'un quartier d'affaires? Tout simplement parce que c'est un éco-quartier d'affaires avec des consommations énergétiques extrêmement faibles. Vous allez voir. Et puis, ça peut être rapide. Donc vous voyez le terminal ambitieux au fond sur la droite, et puis sur la gauche, ce quartier d'affaires qui fera à terme 1 million de mètres carrés sur 130 hectares à 10 minutes de Paris. Encore dit, 150 destinations nationales et internationales, donc 26 françaises et 60 européennes. Vous voyez sur la gauche le quartier d'affaires qui va se développer. Le premier bâtiment de bureau est en cours de construction, sera livré en 2015. Donc un lieu où beaucoup de monde passe à 60 000 véhicules jour, très visible. Alors on a souhaité, dès le départ de la création de ce quartier d'affaires en 2004, que ce quartier d'affaires soit éco-quartier d'affaires, soit exemplaire en développement environnemental. Donc les bâtiments seront tous BVC, Finergie, c'est une norme qui a disparu à l'été 2012. Ils seront BREEAM, ils sont tous HQE bien sûr, et ils utilisent tous la géothermie et des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire. Là vous avez un peu les différentes spécifications techniques en matière environnementale, avec une gestion bien sûr du bâtiment à distance, GPDGC. Et la cible numéro 7 HQE qui est très sur la maintenance en fait dans le temps des équipements techniques qui est favorisé en très performant. Alors, on parlait tout à l'heure du Dogger, vous voyez 1700 mètres et on injecte l'eau 1,4 km après, donc à 30 degrés. Donc la centrale géothermique, elle est en fait, vous voyez le quartier d'affaires que vous avez sur la première partie de la tranche 1, vous voyez sur la droite, et donc la centrale géothermique est entre les terminaux, donc elle est idéalement placée pour être efficace. Donc, qualité de l'air, elle est contrôlée bien sûr en temps réel sur tous nos aéroports, de même que la qualité acoustique. Donc Cœur Paris est un modèle urbain innovant. Vous allez voir un peu les vues, les perspectives. Donc le but c'est de faire des bâtiments éco-responsables avec des espaces verts, même si c'est un quartier assez dense, des commerces, des hôtels, des bureaux et on espère avec les conseils généraux de l'ESN et du Gouvernement un centre de congrès et d'exposition. Vous voyez la première phase, donc tranche 1, tranche 2 sur la droite, celle qui est ici. C'est ce qu'on appelle le rectangle. Et puis le million de mètres carrés dont je vous parlais tout à l'heure se développe après au nord de Cœur Paris, avant vers la station Pont-Rungis. Donc un grand architecte, Jean-Michel Dumotte, est responsable de ce projet et du bâtiment Askia qui va être livré l'année prochaine. Le centre commercial, 41 000 m², dont nous avons obtenu toutes les autorisations, à l'exception des permis de construire qui ont été déposés. Des commerces de pieds d'immeuble pour animer le quartier. Beaucoup de services aux salariés et aux entreprises. Alors au niveau du timing, en 2015, donc le premier bâtiment de bureau de 20 000 m², l'extension, comme je vous ai parlé tout à l'heure, à l'est du terminal Orly-Sud, l'hôtel Ibis aussi, qui va être rénové. En 2016, une passerelle qui va joindre Orly-Sud entre les terminaux en haut au quartier d'affaires et l'hôtel Ibis Budget. En 2017, le centre commercial et l'hôtel de l'hôtel. Et en 2018, le fameux bâtiment de 180 000 m² dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis également, nous souhaitons le prolongement du T7, du tramway T7 jusqu'à Juvisy. Voilà, Askia, pour le bâtiment de bureau. Ici, vraiment, ça sera terminé. On a posé la première pierre en début du mois de juin. Monumental, du verre et du métal à la façade, un auditorium premium, avec des plateaux qui sont des plateaux plutôt ouverts avec beaucoup de salles de réunion, plutôt flexible, le restaurant inter-entreprise. Alors au niveau énergétique, Askia est très performant, qui sera BREEAM, BBC Finergie et HQE. Il n'est pas RT 2012 puisque la norme n'existe pas au moment où il a été conçu. Avec donc 4 cibles HQE qui sont performantes.
la matière de bâtiment et son environnement, le chantier, la valeur environnementale, la gestion des entreprises. Donc, ayant des consommations d'énergie importantes, bien sûr une facture importante, des surfaces de locaux importants, une sensibilité aux enjeux énergétiques. Donc, c'est un diagnostic qui est proposé à destination des entreprises, des PME, minimum 5 salariés, dans différents domaines. Donc, il faut savoir que c'est un diagnostic qui est subventionné par l'ADEME direct pour les entreprises, les PME, mais également avec des aides sur les grandes entreprises. Donc, pourquoi faire un diagnostic énergie? On l'a vu ce matin pour moi. Il faut savoir que le coût de l'énergie est en constante évolution. On peut voir un graphique dans l'évolution des coûts d'énergie entre 2002 et 2013 sur les différents pays. Également, on voit l'évolution des prix sur les différents types d'énergie. Donc on voit qu'il y a un élément qui est important, c'est donc la croissance du prix de l'énergie, qui est en constante évolution, d'où l'intérêt des entreprises de se préoccuper de ce problème et d'anticiper en réalisant un diagnostic. Donc le diagnostic qu'on propose tout simplement, c'est un accompagnement d'un outil d'aide à la décision qui permet de réduire les consommations au niveau énergétique, réduire également les coûts de fonctionnement, ça va de soi, optimiser l'utilisation énergétique des équipements, donc une approche à la fois bâtiment et une approche process, c'est ce qui peut intéresser les entreprises. On n'est pas juste sur un diagnostic en approche bâtiment, mais on est également sur les process qui ont une approche process, donc, qui permet de réduire justement les émissions de CO2, d'améliorer le confort des équipements, les conditions de travail, également d'envisager des solutions alternatives de façon à anticiper les futurs investissements en commun sur les ENR, la gestion des bâtiments. Donc c'est un diagnostic personnalisé de 4 jours avec 2 ateliers thématiques sur l'énergie. Voilà. Donc un diagnostic, comme je vous l'ai dit précédemment, une approche globale, une approche sur les fluides, différents types de combustibles, différents types d'énergie, les contrats d'approvisionnement, mais également l'approche bâtiment. Donc travailler sur l'enveloppe du bâtiment par exemple, l'isolation des façades, les menuiseries, les vitrages, l'analyse des usages, des comportements, également améliorer le confort. Voilà. Une approche du système énergétique, donc comment se chauffe concrètement l'entreprise, quelle énergie utilise l'entreprise, donc à travers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l'éclairage. On va également avoir tout ce qui est analyse de contrats d'entretien, de maintenance, d'optimisation de la gestion, de la régulation. Donc un diagnostic qui est réellement complet, global, sur l'entreprise et qui prend en compte le process. C'est un diagnostic qui est avec une pose d'instrument de mesure, donc on n'est pas sur un diagnostic qui est juste fait sur une constatation, avec la pose de son intérieur-extérieur, caméra technique, etc., pendant 15 jours, de façon à avoir une approche concrète et réelle de la performance énergétique de l'entreprise. Voilà, donc un petit exemple, par exemple, les collectes de données, les poses d'appareils de mesure, donc on voit les caméras thermiques, la pose de son, également les éléments qui sont analysés d'un point de vue technique sur les données, de façon à dresser le bilan énergétique et financier. Bon. Alors on est vraiment sur une approche qui est simpliste sur cette slide-là, ça va beaucoup plus loin dans le diagnostic. Maintenant, ça permet réellement de faire un état des lieux de la consommation énergétique et de savoir où se situe l'entreprise, où est-ce qu'elle en est et qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer justement ses consommations énergétiques. Voilà. Ici, on a par exemple une préconisation d'actions à mettre en place, donc des investissements coûteux, moins coûteux, avec des retours sur investissement qui sont calculés et qui permettent justement à l'entreprise de mettre en place un plan d'action de façon à réduire ses consommations énergétiques et d'anticiper justement tout ce qui peut être dépenses énergétiques et consommation d'énergie. Voilà. Aussi intéressant, tout ce qui peut être le profil énergétique du bâtiment, donc voir un peu avant où se situe l'entreprise, suite au diagnostic, si elle met en place toutes les préconisations, comment elle peut se positionner, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme gain par rapport à son bâtiment. C'est un élément qui est important pour les entreprises et qui est tout de suite visible. Voilà. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est un diagnostic qui est subventionné par 2 organismes. Donc on a un prestataire extérieur qui est France Énergie,
donc qui propose ce diagnostic et qui est donc subventionné à la fois par l'ADEME et la Direct. Donc les aides de l'ADEME et la Direct qui sont pour les PME, et les aides juste de l'ADEME qui sont à destination de petites entreprises. Voilà, donc c'est une opération qui est en place jusqu'à fin 2014, qui va se déployer sur toute l'île de France. Actuellement, c'était en place que sur le Val-de-Marne et sur les Yvelines. Après l'été, on va le déployer sur toute l'île de France. Voilà, c'est une opération qui est subventionnée, qui est en nombre restreint. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais rester présent dans la fenêtre. Et je vais déposer les fiches, les petites plaquettes, si ça peut intéresser l'entreprise, la sortie de façon à avoir plus d'informations, n'hésitez pas à rentrer en relation. Merci beaucoup, M. le Prévost. Alors, vous pouvez